Notre escapade en terre champenoise débute à Reims, au nord du département de la Marne, dans la région du Grand Est. Surnommée Cité des Sacres, la ville abrite des joyaux architecturaux, théâtre d'un pan entier de l'histoire de France. Une incroyable richesse inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO qui passionne Catherine Pierre. Depuis que cette ancienne professeure d'allemand d'origine ardennaise s'est installée ici il y a près de 40 ans, partager l'amour de sa région d'adoption est un plaisir quotidien. En compagnie de Guillaume Moisan, elle va nous faire découvrir l'histoire mouvementée et les trésors insoupçonnés de cette ville séculaire. Comme ses constructions du centre-ville, au style éclectique, reconstruites dans les années 20 après les ravages de la Grande Guerre, où se côtoient immeubles haussmanniens, Art Nouveau ou Art déco. Mais la perle de Reims, la voici. Avec plus de 2300 statues, la cathédrale est une œuvre majeure de l'art gothique qui présente l'un des décors sculptés les plus importants d'Europe. Est-ce que tu as vu le Goliath au-dessus de la rose à droite? Bien sûr, il est bien repérable. Il est avec sa lance, son armure. Et puis en face de lui, évidemment, son pendant, David. Prêt à le défier. Voilà, et puis David va nous permettre de faire l'union entre les rois bibliques et puis les rois de France qui se trouvent juste au-dessus. Au Moyen-Âge, la cathédrale de Reims est considérée comme la reine des églises de France. Du 5e au 19e siècle, 33 souverains y sont consacrés. Donc nous voilà à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Cathédrale vraiment impressionnante de par ses dimensions, longueur, hauteur sous voûte, plus de 38 mètres de hauteur sous les voûtes. Et derrière nous, quelque chose vraiment d'unique avec ces superbes couleurs, les deux roses, la grande rose du XIIIe siècle et puis la petite rose, elle, qui est une reconstitution d'après-guerre. Comme la petite rose, les vitraux de la cathédrale n'ont pas tous résisté au bombardement. En 2008, ceux situés de part et d'autre de la chapelle axiale ont été remplacés par une œuvre d'Immick Nobel qui illumine les lieux de ses couleurs vives et éclatantes. Dans la chapelle d'axe déambulatoire, c'est le bleu qui domine, avec les 3 majestueux vitraux réalisés par Marc Chagall en 1974. À plus de 50 mètres de hauteur, sous les combles de la cathédrale, Guillaume tient à faire découvrir à Catherine un autre chef-d'œuvre contemporain. Il se trouve juste au-dessus de leur tête. Cette charpente est impressionnante. Effectivement, suite à la Première Guerre mondiale, il a fallu tout reconstruire. La cathédrale était à ciel ouvert. Il faudrait s'imaginer qu'on serait en plein soleil ici. Et puis cette charpente en feu va s'effondrer sur les voûtes de la cathédrale qui elles-mêmes vont être endommagées. Au lendemain de la guerre, il faut penser à reconstruire. Très vite, l'architecte Henri Deneux est persuadé que le matériau à bon escient pour la cathédrale, c'est le béton. Et il va opter pour une charpente en béton, ce qui est quand même novateur pour l'époque. Au moins, ça ne brûlera pas. Comme ça ne brûlera plus. En plus, le béton a l'avantage d'être plus léger, finalement, qu'une charpente en bois. Et puis, ces pièces peuvent être produites en série, ce qui va permettre de les multiplier à l'infini et d'avoir une reconstruction qui soit efficace. 20 ans de travaux ont tout de même été nécessaires avant que ce joyau de l'art gothique retrouve toute sa splendeur et domine à nouveau fièrement la ville. Plus à l'est, à 70 km de Reims, les stigmates de la Première Guerre mondiale ont aussi laissé des traces sur ce plateau crayeux. Un site rare, presque lunaire, que Catherine tient à nous faire découvrir aux côtés d'Éric Marchal, un passionné féru de l'histoire de son pays. Donc, ce lieu qu'on appelle la Main de Massige, c'est cette colline surélevée qui nous découvre tout le paysage de la Champagne-Ardenne. Et donc ici, c'était la première ligne de front. Tout à fait. Donc l'armée française, qui est à la poursuite de ces Allemands après la bataille de la Marne, va se heurter à ces Allemands qui sont installés ici sur la défensive. Et donc va débuter la fameuse guerre de position, guerre des tranchées, qui va durer pendant 4 ans. Et ce point haut, en vue aérienne, dessine une main. Le mouvement de terrain dessine une main. Donc les soldats vont appeler ça la Main de Massige. Massige étant le village le plus proche. Lors de la Grande Guerre, la Main de Massige marque la limite est du front de Champagne. Elle fut un point stratégique entre 1914 et 1915. On va descendre dans les tranchées, voir un petit peu l'organisation de ces tranchées, voir un peu surtout dans les conditions dans lesquelles pouvaient vivre ou survivre ces hommes donc durant la guerre de 14. Je te suis. Dans ces tranchées,
on estime à 25 000 le nombre de soldats français tués, blessés ou disparus. Et certainement autant de soldats allemands. Mais tiens, je t'invite à passer... D'accord. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle un petit poste ou un poste avancé. Donc on trouve une plaque de tireur, c'est une plaque en acier qui fait à peu près 4-5 mm d'épaisseur, dans laquelle on a un orifice qui permet de regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté ou de tirer. Alors il ne faut pas oublier que pendant un moment, les Allemands, pendant plusieurs mois, les Allemands sont de l'autre côté des entonnoirs de mine, c'est-à-dire à 50 mètres d'ici. Ils sont à 50 mètres d'ici, ce qui fait que le soldat qui a le malheur de dépasser la tête au-dessus de la tranchée va se faire tuer. Devant Catherine et Eric, un vaste trou de 30 mètres de diamètre sur plus de 10 mètres de profondeur, dont l'origine fait froid dans le dos. Devant nous, nous avons donc des cratères de mine. Voilà. Fin d'année 14, on va se battre sous terre. C'est comme on va se battre sur la mer et sous la mer, c'est exactement pareil. On va creuser des galeries souterraines, français ou allemandes, sous les positions ennemies, à une quinzaine ou vingtaine de mètres de profondeur. Une fois qu'ils estiment qu'ils sont arrivés à l'aplomb de la position de surface, on va remplir une salle de poudre et on va la faire sauter. C'est ce qu'on appelle la guerre des mines souterraines. Oui. Et nous, ceux que nous avons là, ce sont les Allemands qui vont faire exploser toute la position française en février 1915. Les victimes de ces assauts meurtriers, qui peuvent encore être sauvées, sont évacuées dans des postes de secours de fortune, situés à une dizaine de mètres de la ligne de front. À l'intérieur, un des brancards qui servait à transporter les blessés, et à proximité 2 croix de bois en mémoire des soldats morts au front et enterrés sur place. Aujourd'hui, le site reconstitué permet chaque année à 13 000 visiteurs de mieux comprendre l'enfer des tranchées et de rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. À quelques kilomètres de là, Catherine va rendre un autre hommage à l'histoire champenoise. Mais plus heureux cette fois-ci, puisque c'est de cuisine dont il s'agit. À Sainte-Menou, le patrimoine rime avec gastronomie. Et en matière d'art de la table, la Champagne a de sérieux arguments. Mathieu, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Et toi? Impeccable. T'es venu pour le pied de cochon? Pourquoi veux-tu que je vienne? Le seul, le vrai, l'unique. Le tien, je sais bien. La recette traditionnelle des pieds de cochon que Mathieu Fourreau perpétue dans son restaurant fait la renommée de la ville depuis plusieurs siècles. La cuisine. Voilà Catherine, la cuisine et nos fameux pieds de cochon. Ils sont là. Cochon, les voilà. Regarde, magnifique. Donc ils sont par deux en tête bêche. Ah d'accord. Mais on verra ça après en les ouvrant, tu vas voir. C'est magique. Alors tu vois Catherine, les voilà les pieds de cochon. Après 24 heures de cuisson, enveloppés dans une chaussette qui est un peu élastique pour les maintenir en forme. Particularité des pieds de cochon à la mode de Sainte-Menou, seuls les pieds avant de l'animal, plus charnus, sont utilisés pour la recette. Les 24 heures de cuisson font fondre la viande et les os, qui peuvent ainsi être intégralement consommés. Donc là, on va passer à la chapelure. Oui. Tu veux bien attraper la plaque de chapelure qui est derrière toi, s'il te plaît? Comme souvent, les recettes comme ça qui durent, ça part d'une erreur d'un marmiton qui aurait oublié la marmite de pied de porc sur le feu toute une nuit durant et qui, le lendemain matin, sont aperçus qu'effectivement, on pouvait manger les os. Donc, ils ont conservé, ils ont essayé de reproduire. Et depuis, on garde ça bien ancré chez nous, à Sainte-Menou, et personne d'autre ne le fait. C'est un peu comme la tarte tatin, quoi. Une heureuse erreur. Une heureuse erreur qui fait la joie des gourmets. Oh, oui. Après avoir refroidi pendant 12 heures supplémentaires dans un bouillon composé d'une quinzaine d'épices, les pieds de cochon sont ensuite panés. Tu fais le suivant? Tu me laisses opérer maintenant. Oui, je t'en prie. Tu n'as pas peur? Bon. Non, jamais. J'ai jamais peur. Et de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Ah, c'est ça que j'aime bien. J'ai l'impression de jouer dans le sable, là. Là, c'est bon, on l'enlève et tu le remets dans le plat. Prêt, voilà, tu le secoues un petit peu, tu enlèves le surplus et tu le remets dans le plat. Et prêt à enfourner. Parfait. Alors, on dit que Louis XVI a aimé cette recette et ce pied de cochon justement à Sainte-Menou. Bah, ça lui a coûté cher, mais ouais, apparemment, il est venu... la tête. L'histoire dit que Louis XVI s'est fait reconnaître à cause de ça, parce qu'il s'est arrêté pour manger un pied de porc et il n'a pas pu s'empêcher. Donc il a été reconnu ici avant d'être arrêté à Varennes, parce qu'il a mangé un pied de porc. Quand même pas de bol. En réalité, si Louis XVI s'est bien arrêté à Sainte-Menou lors de sa fuite vers l'Autriche, ce n'est pas pour déguster des pieds de cochon, mais pour changer les chevaux fatigués de son carrosse.
C'est en payant avec une pièce de monnaie à son effigie que le roi aurait été reconnu. Avant d'apprécier les fameux pieds de cochon de Mathieu, reste à les mettre au four 10 minutes à 185 degrés, puis les accompagner de quelques pommes de terre coupées en tranches. Et voilà Catherine, ton pied de cochon. Tu vas voir, tu vas te régaler. Bon, alors. Et là, on Et peut là, tout a manger. On peut tout manger. On trie entre les gros os et les petits os et la chair. Moi j'adore. C'est bon, dis donc. C'est bon, hein? C'est fondant. Très, très bon. Je reviendrai manger des os de cochon chez toi. C'est l'argonne, c'est le goût du terroir. Il n'y a pas que les os, hein? Pied de cochon. Un terroir champenois qui enchante les papilles, mais aussi les regards. En direction de la montagne de Reims, par exemple, les routes sinueuses qui traversent ces immenses étendues viticoles conduisent Catherine à un monument pour le moins étonnant. Un phare qui surplombe Verzenay, le village natal d'Émilie Renoir-Ciblé. Émilie, à ce phare, il me surprend à chaque fois que je viens ici. C'est étonnant quand même, mais quelle idée de faire un phare ici. Alors c'est une idée très originale d'un vigneron de Verzenay, de construire ce phare au milieu d'une mer de vigne. Et ce phare, il fonctionne encore? Oui, tout à fait, il fonctionne encore. Ouais. Avec une lumière qui s'allume? Avec une lumière, tous les soirs il est allumé, rose, bleu, multicolore. Ah, très joli. Allons le voir de plus près? On y va. Depuis plus de 100 ans, le phare de Verzenay, transformé en écomusée dans les années 90, domine les vignobles de la montagne de Reims. Le phare a été construit en 1909 par Joseph Goulet. Tu vois, on voit c'est son nom qui apparaît sur le fût du phare. En fait, il voulait faire la publicité pour sa marque de champagne. Déjà avant l'heure, il était assez précurseur en termes de publicité. Et autour de son phare, il a aussi aménagé un restaurant, un théâtre, une guinguette, qui était très en vogue à l'époque. Et c'est vrai que c'était un lieu très convivial. En 1914, la Première Guerre mondiale sonne le glas de la belle époque et des années de fête au phare de Verzenay. Trop proche de la ligne de front, il est abandonné et tombe en désuétude. En 1940, il est transformé en observatoire militaire avant d'être abandonné à nouveau. Dans les années 80, les ruines du phare deviennent le terrain de jeu favori des enfants du pays. Donc le phare a été restauré et l'escalier aussi, on peut y monter? Alors maintenant, on peut y monter. Je t'invite à y aller, on va aller voir la jolie vue qui s'offre à nous. Voilà, on y va. Du haut de ses 25 mètres, le sommet du phare dévoile une mosaïque de plaines agricoles, de vignobles et de forêts. Une vue panoramique exceptionnelle à 360 degrés sur toute la Champagne. Quelle vue, c'est vrai, donc on voit la fameuse montagne de Reims. Combien de mètres de hauteur? 288 mètres. 288 point culminant Mont-Sinaï, qui est à côté des Faux de Verzy. Alors c'est une petite montagne, on appelle ça montagne parce que regarde, tu vois la plaine, ça s'étend, c'est assez plat et d'un seul coup, pof, tu as les coteaux comme ça qui arrivent et puis la forêt comme ça qui domine. Donc on appelle ça la trilogie paysagère. Puis tu as les villages comme ça qui sont un petit peu très resserrés, c'est très dense, hein, c'est vraiment particulier à la montagne de Reims. Donc c'est vraiment le paysage caractéristique qu'on a en montagne de Reims. De retour sur la terre ferme, Voilà, là, ça vient vite. Parfait. c'est l'occasion pour Catherine et Émilie de profiter d'un petit goûter champêtre aux saveurs très locales. J'ai encore autre chose dans mon panier, à savoir... Montre-moi, voir. Devine, devine. Je sais pas, montre. À savoir... Ah, le biscuit rose. Le biscuit rose. Ah, c'est sympa ça. Le fameux biscuit. L'origine du biscuit rose de Reims remonterait au XVIIe siècle. Au même titre que le champagne, cette spécialité locale est ancrée dans le patrimoine culinaire champenois. Après cette halte, Catherine quitte Émilie pour terminer son exploration de la montagne de Reims, aux côtés de Donny Rabaté. Cet employé de l'Office national de la forêt de Verzy est chargé de veiller sur les arbres remarquables, à la forme spectaculaire, dont l'origine reste encore obscure pour les botanistes. Tu vois, regarde, il y a un fou là. C'est magnifique celui-là aussi, on dirait une Ceux-là, ils sont tente. pas très vieux normalement. Enfin, ils ont une tente. centaine d'années quand même. On dirait une tente de verdure. Ouais. C'est comme une petite maison. Alors ici, voilà, on est au cœur de la réserve biologique dirigée des Faux de Verzy, donc ce sont des hêtres tortillards. Donc il y a plus de 707
faux reconnus dans la réserve et près de plus de 800 dans la forêt domaniale de Verzy. Ça représente la moitié de la population européenne, mais c'est la plus grande population au monde présente sur un site. Dans tous les autres sites, ce sont quelques individus. Nous, on a toutes les classes d'âge, du plus jeune au plus vieux. C'est vraiment un site exceptionnel. Je te propose qu'on avance un petit peu. Mais avec plaisir. Depuis des siècles, sous ces feuillages touffus, les formes torturées des faux de Verzy, enracinés sur les terres d'une ancienne abbaye du 7e siècle, alimentent mythes et légendes. Alors, attention aux yeux. Hop. Oh, c'est extraordinaire. Ah, puis ces formes incroyables, hein. On peine à croire que ce soit vraiment naturel. C'est pas étonnant qu'il y ait eu autant de récits qui aient circulé sur ces arbres. Oui. Ça fait un peu magique, hein, ces formes. Hein. Ce sont de véritables œuvres d'art. Hein. Mais après, l'origine des faux, elle est énigmatique. Mais il y a plein d'histoires, bien sûr, hein, de malédictions. Certains disent que les bouquins, les habitants de Verzenay, du village d'à côté de Verzy, ont jeté une malédiction aux Verzias, les habitants de Verzy, et ont transformé ces arbres. Cette légende était un peu tirée par les cheveux, mais d'autres historiens disent que l'abbaye, justement, a été construite pour contenir ces arbres maléfiques. Et c'est vrai que ça pourrait être une théorie qui se tient, d'autant plus que sur les autres sites dans le monde, en Allemagne et en Suède, la plupart des individus sont à proximité de sites religieux. Aujourd'hui, les faux de Verzy sont les uniques vestiges de l'abbaye disparus à la Révolution. Et on dirait que par là, c'est encore plus sombre. Oui. Ah, ça fait presque peur, on ne voit pratiquement plus rien. Comment est-ce que ces formes ont été possibles? Qu'est-ce que les spécialistes nous disent? L'hypothèse la plus probable, c'est que c'est une dégénérescence génétique due à un transposon. Ce transposon, on ne le connaît pas. C'est quelque chose qui attaque le gène et qui met ce gène et cet aspect tortillard au hêtre, tout simplement. Donc ces êtres sont normaux, mais brusquement, ils mutent et tout le monde se demande pourquoi. Voilà, c'est une variété qui a muté, effectivement, qui a donné une variété, le hêtre tortillard. Mais l'exception de notre site, c'est qu'ils remutent. Ils font des réversions, ils peuvent se redresser. Et ça, c'est exceptionnel, c'est le seul site au monde qui fait ça. Donc on a des réversions qui repartent en hêtre commun au-dessus du faux et qui vont, par élagage naturel, faire dépérir la partie tortillard. Depuis 2017, la biodiversité et les paysages uniques de la forêt de Verzy ont reçu le label Forêt d'exception, une façon de préserver le site et de protéger ce patrimoine naturel.